Lui, c'est Richard et il s'est tout simplement échappé de prison à plusieurs reprises par pure vengeance. C'est l'un des plus gros rageux que le monde ait connu, mais c'est aussi un grand amoureux bien sensible. C'est l'histoire totalement incroyable mais hilarante de Richard McNair, l'homme fou qui a réussi à s'évader de prison même si ça a fini par lui coûter. Richard McNair. Il est né en 1958 aux États-Unis dans une famille bien riche. Le père, c'était un multimillionnaire qui avait les moyens de tout offrir à son fils, que ce soit de l'amour ou même de l'argent. Richard avait droit à tout. Il avait une vie parfaite, sans problème, qui lui garantissait sécurité et aisance. Sauf que ce gars-là, il en avait rien à foutre. C'était un élève bien raca qui faisait chaque jour une dinguerie. Les 1v1 avec ses camarades arrivaient très souvent. En fait, c'était carrément devenu une habitude pour lui de revenir chez lui avec un œil gonflé ou bien une suspension temporaire de l'école. À cause de son comportement de fou furieux, il a dû changer d'école à plusieurs reprises, mais chaque fois, il faisait des dingueries encore plus grandes que la précédente. Une fois, parce que son professeur lui a donné une retenue parce qu'il yappait trop, Richard lui a tout simplement lancé une chaise sur la gueule. Allez hop, chop chop. Exclusion directe et il a donc été déscolarisé pendant 1 an parce qu'aucune école ne voulait de lui. Mais si c'était juste ça, il aurait été un petit ange comparé à ce qu'il a fait. En gros, il a... Non, en fait, je vais te raconter l'histoire depuis le début, tu vas voir, ça va être incroyable. On est un dimanche matin et lui et son père, ils décident de faire une petite activité en famille. Ils s'en vont faire une course de 100 mètres et le gagnant remporte un sac de chips. 3, 2, 1, bip! La course commence et pow! Le père de Richard l'a éclaté. Carrément, il l'a même troll en lui disant qu'il fallait arrêter la mayonnaise. Sauf que Richard, il a pris cette humiliation au cœur. Personne n'a le droit de lui manquer de respect comme ça, même pas son daron. Alors il prend la seule et unique décision logique qui est de... Non, en fait, tu dois la deviner. T'as 5 secondes pour écrire dans les commentaires ce que tu prédis qu'il va faire. Même pour les gens qui ont les mains remplies de traces de bouffe, je m'en fous. Tu dois écrire. Ouais, non, c'était pas ça, mon ref. Il va pas inverser son daron, mais il va faire le contraire. Il va littéralement fuguer hors de chez lui pour ne plus jamais le revoir. Alors le plan est simple. Il fiche son pote qui habite dans une autre ville et il va y rester le plus longtemps possible pour profiter de la vie avec lui. Mais à peine quelques heures après sa fugue, il a déjà une prime sur sa tête de 10 000 $ pour le retrouver. Les journaux en ont parlé, tout le monde connaissait l'histoire, alors c'était littéralement impossible pour Richard de sortir hors de chez son ami. Sauf que Richard, ça lui casse les boules. De base, lui, il voulait être libre, il voulait vivre la liberté. Mais là, il est coincé chez son ami comme un singe. Alors après quelques jours, il finit par rage quit et il décide de s'en aller au dépanneur pour emprunter des chips. Mais il a quand même réussi par se faire prendre car je sais pas comment, mais le caissier du dépanneur bien obèse, bien 200 kilos de masse, a réussi à le rattraper en course pour le stopper. Alors boum chakaboum, la police vient et fait directement le lien avec l'enfant qui a fugué et donc on le ramène direct à la maison. Juste pour vous rappeler les gars, le frérot il avait 10 ans quand c'est arrivé. Moi quand j'avais 10 ans j'essayais de comprendre pourquoi l'eau du robinet a pas le même goût que l'eau en bouteille. À part ça, il y a pas grand chose de spécial qui est arrivé dans son enfance, mais à son adolescence, le Richard c'était à quelqu'un d'autre. Il a fêté ses 16 ans dans les années 70 et c'est à ce moment que les jeux vidéo commencent à devenir populaires. Les premières salles d'arcade font leurs apparitions au grand public et par chance, une d'elles ouvre ses portes près de chez Richard. En fait, c'est pas juste une salle normale, c'est THE salle, le salon de jeux vidéo le plus grand de tous les États-Unis, mon gars. Alors Richard et ses potes, ils sèchent le bail. Chaque week-end, ça passe des 12 heures par jour là-bas. Des fois, ils restent même après la fermeture car ils ne veulent pas sortir et en particulier Richard. Et bien sûr, c'était inévitable. Richard, ce grand malade, ne pouvait pas passer une journée sans qu'il cache une machine ou qu'il se batte avec quelqu'un. Non les gars, je sais pas si vous réalisez, c'est pas juste du trash talk comme nous on fait. Lui, il met ses meilleurs KO mid-game en toute sérénité. La seule et unique raison que la part bandef du salon, c'était parce que c'était littéralement le plus gros client dans l'entreprise. C'était un VIP Richard. Il dépensait tellement que j'étais rendu tranquille s'il casse quelques machines et qu'il donne une droite par-ci par-là. Ben oui, le gars il était tellement addict qu'il volait la carte bleue de son daron pour faire des bêtises. Des fois, il allait jusqu'à mettre 10 000 $ par mois sur des jeux vidéo d'arcade sans que son père se rende compte parce que ce gars-là, il avait la thune, lui. Mais Richard, toujours il pousse les bouchons trop loin. Il était tellement accro qu'il skippait les cours pour aller jouer. Alors bien sûr, ça a eu des répercussions énormes sur ses notes et quand le jour de la remise des bulletins est venu, oh purée. Son prof l'a complètement volé devant toute la classe parce que ce gars-là, il avait une moyenne de 1,3%. Attends. Alors si on multiplie sa note par 40, le poteau, il a toujours pas 50 de moyenne. C'est le stade d'un singe, ça wesh. Pour le terminer encore plus, le prof lui a dit qu'il n'avait aucun futur et qu'il allait finir sa vie comme un sans-abri. Tout le monde a tapé sa meilleure barre sur sa gueule pendant tout le cours, mais ça n'a pas
pas du tout fait Richard. En fait, il a complètement ragé. Il s'est mis à insulter le prof de toutes ses fortes et s'est ensuite barré du cours. Son seul but maintenant, c'est de prouver à sa classe et surtout à son prof qu'il avait tort de se moquer de lui. En l'espace d'une journée, il quitte son addiction aux jeux vidéo et ne remet plus un pas à l'école pour ne faire que travailler sur son business. Quand je te dis qu'il fait que travailler, il faisait vraiment juste ça. Richard pouvait facilement passer 16 heures par jour à charbonner. Alors en l'espace de seulement quelques années, il est passé d'un golemon qui dépense 10 000 $ par mois à un giga-chad multimillionnaire qui se fait 500 000 $ par mois. Pour résumer ce qu'il a fait, il a créé une agence immobilière qui s'occupe de vendre des maisons au meilleur prix possible et prend un certain pourcentage des ventes. Alors s'il vend une maison à 500 000 $, il se prend 100 000 $, ce qui est un ratio incroyable. Il lui reste plus qu'à vendre quelques autres maisons dans le mois et boum, il se fait plus que n'importe quel prof se ferait dans sa vie. En parlant de prof, Richard ne l'a toujours pas oublié le prof qu'il a terminé en classe et veut toujours autant se venger. Pour ça, il doit trouver un moyen de l'humilier dans la même manière qu'il lui avait fait des années avant. Il décide donc de s'infiltrer dans l'école en passant pour un suppliant et on le laisse entrer par je ne sais quel hasard les gars. Alors il rentre dans la classe du professeur pendant qu'il enseigne à ses élèves et Richard lui balance son meilleur discours pour lui dire à quel point il est meilleur que lui. Pour finir en beauté, il lui jette 10 000 $ de vrais billets sur la chasse et le crache dessus. Il dégage ensuite en sautant par la fenêtre comme le main character qu'il pensait être avant que la police arrive. Les gars, quand je vous dis que ce gars-là c'est un fou, je ne niaise même pas. Genre même si je te donne 20 000 $ dans tes poches maintenant, est-ce que t'auras les couilles de faire ça? J'inclus aussi les risques que tu te fasses choper par la police bien sûr. Ah bah baisse les mains ou... Le pire dans l'histoire, c'est qu'il n'y a même pas eu d'enquête sur le fou du bus qui rentrait dans une école comme ça, sûrement grâce aux 10 000 $ qu'il a laissé comme cadeau. Alors après sa vengeance, sa vie continue et pour le mieux, Richard se marie une femme magnifique. En fait, il se marie une femme adorable, agréable, attrayante, charmante, délicieuse, exquise, jolie, plaisante et bien sûr sans oublier qu'elle est magnifique. C'est la fille d'un riche homme d'affaires et son nom est Elydia. Le mariage dure 3 mois avec des invités qui font tous partie de la bourgeoisie. Le mariage s'est fait sur une géante île privée contenant un château. Oui, littéralement. Le nouveau couple a reçu des cadeaux qui valent des millions, dont un était une Rolls-Royce à 700 000 $. Bref, tout semble se passer pour le mieux pour Richard et Elydia. Mais jusqu'au fil des mois, Elydia semblait de plus en plus distante avec lui. Quand il lui a demandé pourquoi, elle a tout simplement répondu qu'elle voulait être seule pendant un moment. Ça a rendu complètement parano Richard, au point qu'il a décidé de prendre une semaine complète de congé pour pouvoir l'espionner. Mais quel vrai enquêteur pendant être sans un bon gros manteau qui arrive jusqu'aux genoux et des lunettes bien noires. Allez hop, let's go. On est parti pour un épisode de Richard l'enquêteur. La quête de cet épisode est de découvrir le mystère qui entoure Elydia. L'inspecteur Richard est prêt à tout pour résoudre cette énigme. Un matin, il fait genre de sortir pour aller travailler comme à son habitude, mais en fait, il reste se cacher sous un buisson à attendre patiemment qu'il sorte pour aller retrouver ses amis. Comme prévu, elle sort et prend sa Lambo pour rejoindre ses copines qui l'attendaient dehors. Elle s'en va au centre commercial pour chercher des vêtements de luxe comme à leur habitude. Richard les suit avec une voiture qu'il a louée pour l'occasion. Pendant que notre inspecteur conduit, il se remet pour la première fois de sa vie en question et se demande pourquoi est-ce qu'il fait ça. Ben oui, peut-être elle voulait juste un peu plus de temps pour elle-même. C'est normal après tout, non? C'est faux. Hors de question que Richard n'ait pas raison. C'est sûr et certain qu'un bail chelou sous trame sans qu'il le chasse et il en est sûr et certain. Quand il rentre au centre commercial, il fait tout pour paraître normal. À tel point que le gars il a acheté un journal et l'a troué pour ne laisser passer que ses yeux. Mais en vrai, on se moque de lui. Mais si jamais Elydia ou même une de ses amies le reconnaît, il est dans la giga merde parce que c'est un motif de rupture ça hein. Mais son idée avec le journal elle est pas ouf parce qu'il doit se mettre bien loin pour ne pas paraître suspect et ça fait qu'il n'entend rien de ce qu'ils se disent. Il va donc se cacher entre les porte-vêtements pour pouvoir les écouter. Par malheur, une des amies s'en vient direct vers lui car elle a trouvé un vêtement à son goût. Richard se suit littéralement dessus. Il ne peut plus rien faire sans se faire cramer. Alors il dégage aussi vite qu'il peut humainement le faire et fait de son mieux pour cacher son visage. L'opération a totalement échoué pour cet épisode et ce gars-là il a failli faire une crise cardiaque tellement il a stressé. Attends. Enlevez-moi maintenant son titre d'inspecteur Richard, il ne le mérite plus et appelez-moi le maintenant Skibidi Richard. Le pire c'est que le soir même, Elydia lui en a parlé et lui a dit qu'il y avait un détraqué qui est en train de les suivre et les maintenait, lui et ses amis. Richard a tout fait pour garder son sérieux, mais à cause de la situation, il a fini par exploser de rire devant la gueule d'Elydia, ce qui l'a rendu encore plus fâché contre lui. Quelques jours plus tard, un nouvel épisode de Skibidi Richard, l'enquêteur, commence. Sauf que cette fois-là, il a appris de ses erreurs et il est maintenant constamment à 100 mètres d'elle pour ne plus jamais avoir ce soucier de problèmes comme ça. Elydia et ses amis retournent au centre commercial et tout semble se passer normalement jusqu'il y a un petit problème. Elle se fait bien plaisir, hein. Elle dépense sans même compter
fréquenter. Depuis la matinée, elle a dû au minimum acheter 10 000 $ de vêtements. C'est donc à cause de ça qu'il voyait son compte bancaire baisser et baisser sans qu'il sache pourquoi. Skibidi Richard se promet d'avoir une petite discussion avec elle à propos de ça. Mais à part ce petit incident, rien ne semble être suspect, alors il décide de quitter le centre commercial parce que ça fait 4 heures qu'il est là et ça commence à le casser les couilles de rien faire. Mais au moment exact où il décide de partir, Richard entend un cri féminin venant de derrière. Quand il se retourne, il voit Elydia en train de donner un câlin à un homme beau et musclé en criant de joie. Richard voit sa vie défiler, car ses pires craintes se sont vraiment réalisées devant ses yeux. Son envie de commettre un crime atteint des sommets jamais vus auparavant. Mais il repense au calme car il ne doit pas laisser passer ce moment. Elydia et l'homme quittent le centre commercial pour aller dans la voiture de l'homme. C'est une Ferrari GTO, un des modèles le plus rare et plus cher du monde dont Richard voulait absolument se procurer depuis des mois. La voiture se stationne devant une énorme maison. Non, à ce point-là, je devrais l'appeler un palace, wesh. Comme ils sont entrés dans la maison, Richard ne peut plus voir ce qu'ils font, mais au lieu de rester là à rien faire, il va tout simplement escalader la maison pour voir ce qui se passe. Quand je dis ça, je dis pas qu'il va prendre une échelle et grimper la maison. Non, le gars il va y aller en s'accrochant à des briques grâce à sa propre rage et à la force de ses mains. Il s'accroche donc à une fenêtre et ce qu'il a vu dedans était juste trop pour lui. Elydia, la seule et unique personne qu'il avait vraiment aimé dans sa pauvre vie, était en train de se faire kayako bémé par le gars mystérieux. Ça l'a tellement choqué qu'il perd son appui et tombe de 5 mètres de haut et s'écrase par chance sur un buisson. Quand il rentre chez lui, il met tout son âme pour trouver qui est le gars qui a kayako bémé sa bien-aimée et qui a osé faire ça. Après plus de 18 heures sans le moindre sommeil, il l'a trouvé. Il a fini par trouver qui il est. C'est un riche banquier et entrepreneur qui a créé une banque estimée à plusieurs milliards de dollars. Il a réussi à tout apprendre de lui sauf son nom parce que personne dans le monde entier à part ses proches ne sait comment il s'appelle. Mais Richard il en a rien à foutre de tout ça et il veut absolument se venger. Il ne peut pas se permettre de laisser quelqu'un prouver sa supériorité envers lui. Alors il va trouver un plan qui va faire regretter le banquier d'avoir fréquenté Elydia. Son plan est extrêmement simple. Il va bomber la banque. Quoi les gars? Il veut vraiment exploser la banque? Wesh mais quoi? Non, le pire c'est qu'il est sérieux. Il veut vraiment le faire et bien sûr qu'il a pas du tout pensé à cet acte terroriste qui peut littéralement changer les États-Unis. Ambitieux comme tout, Skibidi Richard demande à un de ses contacts une bombe dont la détonation serait capable d'exploser une maison en entier. Le vendeur n'est pas stupide. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait une bombe de cette puissance? Richard trouve une excuse vite fait et lui dit que c'est pour exploser une des maisons en ruine pour pouvoir la rénover de zéro. Il le croit sur parole sans la moindre preuve ou papier qui prouve ce qu'il dit. Après tout, c'est normal. On est aux États-Unis les gars. J'ai aucune idée comment il a fait, mais bon, le Skibidi Richard il a bricolé un moyen de déclencher la bombe à un moment précis. Maintenant que la bombe est prête, il doit trouver un moyen de rentrer à l'intérieur de la banque en passant inaperçu. Il décide donc de se déguiser comme un déménageur et faire genre qu'il a rentré une boîte qui est en fait la bombe. Il met son plan en action et rentre devant la banque en pleine journée pour pouvoir passer inaperçu parmi la foule. Mais il y a un petit détail qu'il a oublié et qu'il a l'air de toujours oublier. C'est la sécurité. Bien sûr qu'il allait avoir un caissier pour le questionner sur son identité et sur ce que contient la boîte, wesh. C'est bon, la chance est finie et son plan de terroriste peut maintenant être arrêté avant qu'il ne soit trop tard. Mais pas du tout. Les gars, dès que le caissier a vu Richard avec une si grosse boîte, il a dégagé parce qu'il avait trop la flemme de gérer un truc aussi énorme. En ça, les gars, j'aurais fait la même. Quand t'es payé moins que le salaire minimum, la seule chose que tu veux faire, c'est de dégager d'ici au plus vite. Mais alors, grâce à ça, Richard a un accès littéralement VIP sur toute la banque et il peut aller où il veut. De base, il voulait mettre la bombe dans la salle des coffres pour causer le plus de dommages matériels possible, mais l'entrée était barrée, fallait s'y attendre. Bien sûr, Richard il est pas assez con pour demander l'accès du coffre à un des employés, hein. Alors il décide de juste la déposer dans la salle du dépôt pour ne pas attirer l'attention et qu'on la repère pas avant qu'elle explose. Mais juste pour vous dire les gars, Richard c'est pas un psychopathe. Son but c'est aucunement de tuer des gens, son but c'est juste d'exploser la banque. C'est pour ça qu'il a fait exploser au milieu de la nuit pour qu'il n'y ait aucune victime collatérale car la banque est déjà fermée à 7 heures. À minuit pied, la bombe va exploser et sa vengeance va être enfin assouvie. Richard sort de la banque rapidement parce qu'il ne veut pas être présent dans la scène si jamais on découvre la présence de la bombe. Il passe toute sa journée sur la radio pour voir si on l'a découverte, mais à 23 heures pile, lors de la fermeture de la banque, rien ne semble avoir été trouvé. Alors à minuit, il sort de chez lui pour pouvoir observer de loin ce magnifique spectacle qui est l'explosion de la banque. Le lendemain de l'explosion, le pays en entier est au courant car c'est l'un des premiers actes terroristes de l'Amérique. Richard prend le journal et le donne à Elydia pour lui faire part de l'information et comme par hasard, elle est un peu trop choquée de l'information. Aussi, il décide de ne pas s'enfuir du pays car il pense que ça va être trop suspect s'il fait ça.
Il s'est cru intelligent de faire ça, mais ça va sûrement être l'une des plus grosses erreurs de sa vie. Car je vous rappelle qu'il vient de commettre une dinguerie de niveau mondial. C'est plus juste la police locale qui est sur le coup. Là, c'est le FBI, les journaux, bref, toutes les États-Unis. Bref, c'était inévitable. Il finit par se faire choper car c'est le seul de toute la ville qui a récemment acheté une bombe. Alors il devient le principal suspect de l'affaire et on l'amène direct à la station de police pour se faire interroger. Après 6 jours d'interrogation, c'est presque garanti que c'est le coupable et l'équipe qui se gère dans son cas prend une petite pause de 30 minutes. Cette petite pause de 30 minutes est la seule et unique occasion qu'il a pour s'enfuir. Parce que quoi? T'as vraiment cru qu'il allait rester ici? Pour ça, il trouve un moyen qui n'est même pas garanti de réussir. Il utilise le baume à lèvres qu'il a dans ses poches comme lubrifiant pour en faire sortir ses mains hors de ses menottes. En ça, pour une fois, l'idée n'est pas si pire, hein. Pour une fois qu'il n'a rien fait qui pourrait risquer de le tuer, franchement, bonne amélioration mon petit Richard. Mais là, c'est seulement la moitié de son plan. C'est bien beau de pouvoir bouger comme tu veux, mais tu dois au bout d'un moment chercher un moyen de dégager là. Alors il se bouge le cul et il décide d'analyser la situation. Directement en face de lui se trouve la salle des employés où se trouvent tous les policiers. Et il n'y a aucune fenêtre ni moyen de sortie à part la porte principale que tu dois passer par la salle des employés pour y être. Il doit absolument trouver un moyen de sortir d'ici avant que les policiers reviennent parce que voir un criminel démenotté, ça va le mettre encore plus dans la merde qu'il est en ce moment. Pour empirer tout ça, il lui reste à peine quelques minutes avant que la police vienne parce que se lubrifier les mains, ça lui a pris beaucoup de temps là. Il cherche quelque chose, n'importe quoi qui pourrait l'aider. Eh oui! Il tombe sur une uniforme de policier accroché quelque part et c'est le seul truc qu'il a trouvé et comme on dit, on fait avec ce qu'on a. Ouais, tu m'as compris. Il va vraiment se déguiser en policier et passer sereinement devant eux et les sourire sur le visage comme si de rien n'était. Il l'a fait les gars, il l'a vraiment fait et ça a marché. À la fin, il a même eu l'insolence de leur dire au revoir sur Richard. Maintenant qu'il est hors de l'établissement, il sait que c'est juste une question de minutes avant qu'il soit officiellement nommé fugitif. Il a donc peu de temps pour agir et décide donc de voler une voiture et cette fois-ci dégager hors de la ville. Malheureusement, l'alarme est déjà lancée alors on a eu le temps de le réparer presque directement après qu'il soit sorti. C'est alors le début d'une course-poursuite contre la police qui se finit tristement. En essayant de faire un demi-tour, il se crache sur un poteau, ce qui le nique totalement. Le poteau, il a presque fracassé la tête de Richard, mais c'était assez pour l'envoyer à l'hôpital. Dès qu'il guérit de son incident, il est directement jugé et emprisonné à vie pour crime terroriste et tentative d'évasion. Il accepte sa sentence, mais on connaît bien notre skibidi Richard, jamais il va se laisser faire comme ça. En prison, il se fait des amis qui eux aussi veulent s'échapper comme lui. Comme ils partagent tous la même cellule, ils décident d'y creuser un trou avec les cuillères et les couteaux qu'ils ont obtenus à la cafétéria. Franchement, je suis même plus choqué d'apprendre ça après tout ce qu'il nous a fait voir avec ses plans bizarres là. Mais le sol, il a être fait en gâteau, c'est comment? Parce que ça marche premier degré. Des ustensiles pathétiques arrivent premier degré à creuser le béton comme ça. Leur trou est presque fini, sauf que littéralement quelques jours avant que le trou soit complètement fini, un garde vient et dit à Richard de venir avec lui. C'est bon, on l'a vu en train de creuser, le plan a échoué. Mais qu'est-ce qui pourrait arriver de si pire? Il est déjà condamné à la perpète. Ils peuvent quand même pas le mettre dans la chaise électrique, pas vrai? Ouais, non, ils vont pas faire ça. Le garde l'a juste appelé pour l'avertir qu'il va être transféré dans une nouvelle cellule parce qu'il y a un nouveau qui vient d'arriver. Le plan, il a alors vraiment échoué parce que ça veut dire qu'il y aurait une inspection de la cellule dans les 24 prochaines heures car c'est la règle durant un transfert. C'est la panique complète pour eux car ils doivent vraiment reboucher le trou qu'ils ont fait en 24 heures car il y a vraiment moyen qu'ils passent tous dans la chaise électrique. Ils passent donc les 4 la nuit au boulot et le trou finit par être rebouché. Yahoo! Quand le garde rentre pour voir l'état de la cellule, il leur demande pourquoi la chambre est aussi poussiéreuse et un des amis leur dit que c'est Richard qui a tout sali. Le garde ne voit que du feu et Skibidi Richard est donc envoyé dans sa nouvelle chambre. Dès son transfert, il tombe gravement malade, genre vraiment, ce qui pousse la prison à faire une enquête. Il découvre que c'est à cause du système d'aération qui est défectueux. Heureusement, ça n'a pas affecté toute la prison, mais c'est juste le bloc de la cellule qui vient d'être aménagé dont Richard fait partie. Du coup, pendant que Richard est couché en train d'essayer de dormir, il y a des gens qui sont en train de faire un bruit de malade à réparer des conduits d'aération devant ses yeux. Mais attends un peu. Le conduit, il est grand, solide, bien aéré et il relie littéralement toute la prison. Quand la rénovation finit et elle guérit, Richard ramène tous ses potes pour leur faire part de son nouveau plan d'évasion. Tout le monde pense que c'est une idée du génie et ils passent donc les 2 prochaines semaines à cartographier du mieux qu'ils peuvent le système d'aération. Maintenant qu'ils ont les plans, ils doivent trouver un moyen de l'ouvrir sans causer une fuite de gaz ou sans le casser. Un des amis propose de creuser un trou aléatoirement dans le conduit avec un couteau qu'ils auront volé. Sauf que Richard refuse directement car il sait que faire un trou mal placé de à peine quelques millimètres peut faire une fuite complète du système.
problème. Grâce à cette très bonne mémoire, il se souvient exactement où se trouve le périmètre à trouver que les spécialistes avaient découpé la dernière fois. Un des amis donne à Richard un couteau et se donne rendez-vous sa chambre à 3h du matin. Je te promets yo, si cette fois ça fonctionne comme prévu, je jure yo, je saute par-dessus la fenêtre. Yo, je sais pas si tu réalises les probabilités que ça fonctionne. Déjà juste pour que ses amis réussissent à sortir de leur cellule, c'est déjà un exploit total. Mais en plus de ça, tu veux que Richard réussisse à trouver un conduit d'aération dont la moindre petite erreur de quelques millimètres peut littéralement être mortelle. Ça marche les gars, tout le monde l'a fait. Tout le monde a vraiment réussi parfaitement sa tâche titanesque. Mais dès qu'ils sont dans le conduit, ils se rendent compte d'un problème majeur. Le tunnel fait énormément de bruit. Un petit bruit de pas fait un énorme crack qui est multiplié avec l'écho du système et qui est en plus relié sur toute la prison. Bref, c'est premier degré impossible qu'ils réussissent à sortir d'ici sans qu'ils se fassent repérer. Mais t'as cru qu'ils allaient abandonner? Ils se creusent bien fort la tête et ils réussissent à trouver une solution. Ils prennent tous les coussins de la chambre de Richard pour l'utiliser comme tapis qui insonorise leur bruit de pas. Bravo les gars, au moins votre plan il a le mérite d'être original, contrairement à l'ancien. Maintenant, il ne reste plus qu'à suivre leur carte et c'est bon, la liberté à eux. Bon, ils rampent et ça commence à prendre du temps là, non? Oh, purée des pommes de Théo. Il vient de se rendre compte qu'ils faisaient que de tourner en rond depuis 30 minutes parce qu'ils avaient mal cartographié le conduit. Ok, là, ils sont vraiment dans la merde. Il fait un noir complet et ils n'ont aucun moyen de retracer leur chemin. Et à force de respirer de l'oxygène méga concentré, ils commencent à se sentir étourdis. Comme si c'était pas assez, dans seulement 2 heures, les gardes vont refaire leur première tournée pour réveiller leurs prisonniers. Alors s'ils ne les voient pas, c'est l'alarme totale. Richard, ça le fait trop stresser tout ça. Et il pète une crise de nerfs. Il commence à crier partout comme un fou. Mais à cause de l'écho, tous les cris lui reviennent dessus et ça le casse bien fort les tympans. Mais en même temps, ça lui donne une petite idée. Et si chaque fois qu'il rentre dans un nouveau virage, il pousse un petit cri et si le sang rebondit, ça veut dire que ce n'est pas le bon chemin car leur but c'est de sortir par une ouverture alors le sang ne doit pas rebondir. Mais le problème c'est qu'un petit cri comme ça, c'est pas juste lui qui peut l'entendre, c'est tout le monde. Il doit donc placer ses cris stratégiquement pour qu'il puisse s'échapper sans réveiller la prison au complet. Avec énormément de chance et très bonne stratégie, il trouve la sortie et s'enfuit de prison dans les temps. Quand ils sont officiellement en dehors du terrain de prison, le petit groupe se sépare car il pense que ça va être plus dur de chercher personne par personne que tout le groupe en un. C'est le début de la chasse à l'homme. Richard, comme à son habitude, vole une voiture et retourne à sa ville natale. Pour ne pas être reconnu par la police qui a elle déjà commencé à périmétrer leur territoire, il s'habille en civil et se rase les cheveux ainsi que la barbe. Il apprend à la radio que seulement 1h30 après leur évasion, le premier campus est déjà arrêté et le deuxième l'est aussi après 6 heures. Il ne reste désormais plus que Richard et s'il veut rester en liberté, il doit commencer à sérieusement penser à quitter le pays ou bien à s'isoler dans les montagnes. Mais ce gars-là, il en a rien à foutre de ça. La seule chose qu'il veut, c'est de se venger d'Elydia. Après des mois de réflexion en prison, il a changé d'idée et il pense que ce n'est plus la faute du banquier mais celle d'Elydia. C'est logique après tout. Le banquier n'était peut-être pas au courant qu'elle était mariée et c'est elle qui a continué de le fréquenter. Au lieu de se trouver une bonne planque, il passe toute la semaine à la traquer pour savoir où elle vit. Il découvre comme par hasard qu'elle vit encore avec ce gros sale banquier. Ça veut dire qu'elle a même pas appris de sa leçon et de ce que ça a pu faire à Richard qu'elle continue de le fréquenter. Oh, cette sale sorcière. Richard va la kidnapper pour l'envoyer au zoo avec les animaux parce que c'est là où elle mérite d'être. Même si moi je dis qu'elle devrait être dans un musée, je dis ça, je dis rien. Mais le main character de l'histoire, c'est pas moi, c'est lui, alors on va faire ce qu'il veut. Comme il sait où ils habitent, il s'en va directement chez eux et fracasse la vitre de leur chambre avec une brique. Dès qu'il voit Elisa dans son champ de vision, il fonce vers elle pour la prendre et la ramener au zoo. Mais au bon moment, une silhouette arrive vers Richard pour le bloquer. Bien sûr, c'est le banquier. Alors ils vont faire un 1v1 avec les poings et le dernier qui reste debout remporte Elydia. En l'espace de 3 secondes, Richard se prend un combo de la mort et boum, chakaboum, KO. Il ne s'est jamais autant fait humilier de sa vie, mais ne vous inquiétez pas les gars, il ne l'oubliera jamais. Il est directement envoyé dans une autre prison, mais cette fois-là, ça rigole plus. C'est l'une des prisons les plus sécurisées de toute l'Amérique. Personne ne s'est jamais évadé de là depuis 1940. Mais bien sûr que Richard veut s'évader. Ça m'a de toute sa vie en tant qu'humain, il ne va laisser passer ce que le banquier lui a fait. Alors dès qu'il entre en prison, il prend des cours de boxe avec les autres prisonniers et spam la muscu. Il doit être capable de se défendre de n'importe qui parce que dans cette prison, il y a des gros malades. Il a déjà entendu des rumeurs de gens qui se sont fait tabasser et étrangler par leurs co-détenus presque à mort. Pour qu'il puisse se trouver un bon plan d'évasion, il doit se familiariser avec son environnement et c'est pour ça qu'il prend un travail dans la manufacture. En gros, il est juste chargé de transporter les stocks qui rentrent et qui sortent de la prison comme la bouffe et de distribuer les lettres venant de l'extérieur aux détenus. Mais comme il est curieux, il se permet de lire tranquillement les lettres et des fois il tombe sur d'énormes dingueries.
Une fois, il a lu une lettre d'un plan d'évasion qui implique l'arrivée d'un hélicoptère, ce qui est complètement malade. Ça lui a mis la rage parce que ça l'a rappelé qu'il ne pouvait pas s'enfuir de prison, alors il a tout simplement jeté la lettre aux poubelles. Comme quoi, si le lion ne mange pas, personne ne mange. Mais ça n'a pas du tout empêché l'hélicoptère d'arriver et quand il est venu, c'était vraiment une catastrophe. Déjà, l'hélicoptère n'avait aucune idée de quoi faire parce qu'il ne voyait personne qui le faisait signe de venir. En plus, la prison a cru que c'était un avion terroriste, alors ils ont tout fait pour le mitrailler. Quand il y a une menace de ce genre, il doit faire la procédure qui est de mettre chacun des supérieurs de la prison dans une boîte qui peut même les protéger d'attaques nucléaires. Par hasard, elle se trouvait exactement là où Richard travaille, alors il a tout pu voir. Même s'il savait que c'était pas une attaque terroriste, c'est vraiment une grosse dinguerie de littéralement laisser tout le monde crever, sauf eux. Mais au lieu de chialer comme tout le monde, il y voit une opportunité de fou. La boîte est de la taille d'un humain, elle est méga solide et il travaille à la poste. Peut-être qu'il pourrait en faire quelque chose, hein? Du coup, maintenant, il reste toujours quelques heures après avoir fini son travail pour transformer la boîte de sécurité en boîte d'évasion. Il a commencé en la peignant en noir pour enlever le logo bizarre et pour la remplacer par celui de la poste. Il trouve ensuite la boîte pour la rendre respirable et aérée car il ne veut pas finir intoxiqué. Il y fait rentrer des boîtes de conserve de nourriture ainsi que de l'eau car on sait jamais ce qui peut arriver. Pour ajouter sa touche finale, il met un gros signe confidentiel au milieu de la boîte pour espérer que personne ne l'ouvre. J'avoue, hein, imagine il y a un gars, il ouvre la boîte et il voit un golemon en train de dormir. Si j'étais lui, je l'aurais vite enfermé, hein. Richard, il peut enfin sortir de cet enfer qui s'appelle la prison, mais d'attendre jusqu'au mercredi pour s'évader car c'est le jour de livraison. Quand mercredi vient, il met la boîte comme objet à envoyer et il rentre dedans. Sécurité, bien sûr, il a complètement oublié et comme d'habitude, il s'en rend compte trop tard. Il y a un système de rayon X qui sonne chaque fois qu'il va un truc suspect. Alors bien évidemment, la machine sonne et sonne, mais en fait ça sert à rien parce qu'il y a personne pour l'arrêter. Mais oui, c'est vrai, Richard est le seul à être supposé travailler, alors personne n'est supposé être là. Mais je dis bien supposé. En tout cas, l'alarme s'arrête après 15 minutes, alors il doit juste prier pour que personne ne vienne. Quand il pense que l'alarme est proche de finir, il entend un énorme bruit, un peu comme celui d'un claquement de porte. Mais ce que l'on sait, c'est que personne n'est venu. Alors peut-être que c'était vraiment quelqu'un qui était venu et qui n'a rien fait, on le saura jamais. Alors après 15 minutes, l'alarme s'éteint et laisse passer Richard et sa boîte dans le camion qui sera sa porte de sortie. Comme le camion ne reçoit plus aucune boîte car celui qui exposait les données n'est plus là, il part plus tôt que d'habitude, ce qui laisse à Richard un temps d'avance par rapport à la police. Durant son trajet, il ne fait que penser au banquier et de la façon dont il l'a humilié et c'est finalement son moment. Dès que le camion s'arrête dans un centre de dépôt, il sort de sa boîte et dégage pendant que personne ne le regarde. Il vole à nouveau une voiture et ne perd pas une seconde pour envoyer une lettre à son pire ennemi, le banquier. Il lui donne un endroit de rendez-vous pour un 1v1 où il le promet qu'il n'y aura aucune arme et tout sera à la loyale. C'est sûrement encore une fois un move méga stupide parce que le banquier peut juste envoyer la lettre au centre de police et c'est retour à la case départ pour Richard. Mais à l'intérieur de lui, il sait qu'il ne ferait jamais ça et effectivement c'est le cas. Le banquier vient le voir comme un vrai homme. Pour débuter le combat, Richard demande au banquier son nom et il accepte de le révéler. Il s'appelle lui aussi Richard. Ce 1v1 légendaire commence et voici exactement comment il s'est déroulé. Et oui, Skibidi Richard gagne pour la première fois, ce qui est juste un moment dans l'histoire qu'on ne pourrait jamais oublier. Après sa victoire, Richard lui vole son portefeuille pour prendre ses clés et s'introduire chez lui. Cette fois-ci, ce n'est pas pour kidnapper Lydia, mais c'est juste pour lui emprunter de l'argent. Il lui vole 100 000 $, ce qui est assez pour que Richard vive paisiblement pendant une décennie. Je sais même plus le nombre de dingueries qu'il a fait, mais je sais juste que c'est l'homme le plus recherché de toute l'Amérique. Après ça, il décide de sûrement prendre la seule et unique décision sage de sa vie, qui est de s'exiler pour vivre dans les montagnes pendant quelques années. Mais avec les années, il développe une genre de nostalgie par rapport à ce qu'il a fait et surtout envers le banquier. Il envoie donc une nouvelle fois une lettre pour un rendez-vous où il voudrait juste le parler seul à seul. Mais cette fois, le banquier avertit la police car il avait déjà niqué et volé 100 000 $ avant, alors il pense donc que c'est un piège et qu'il manque juste d'argent. Au moment du rendez-vous, il se fait arrêter et emprisonner à vie dans une nouvelle cellule à isolation complète. Ça veut dire qu'il ne peut plus sortir hors de sa cellule pour le restant de sa vie, ce qui veut dire qu'il n'aura plus aucun contact avec le monde extérieur. Le banquier réalise donc ce qu'il a fait et il paye donc des centaines de milliers de dollars juste pour qu'ils aillent un petit rendez-vous seul à seul. Durant le rendez-vous, ils parlent de toutes les dingueries qu'ils ont fait durant leur passé et il y en avait beaucoup. Ensuite, les deux Richards se font un câlin d'amis avant de se quitter à jamais.